Merci mesdames, messieurs d'avoir choisi Equinox Télévision. Bienvenue aux 20h. À la une de cette édition, crise en RCA, le Cameroun vole au secours de ses ressortissants. Le président de la République, Paul Biya, vient d'instruire le rapatriement des compatriotes et le premier contingent est attendu ce soir à l'aéroport international de Douala où une cellule d'accueil spéciale a été mise sur pied par le gouverneur Joseph Betty Assomo. Cette décision tombe au moment où la situation à RCA va de mal en pis. Le dernier bilan des affrontements est estimé à 600 morts par l'ONU. Afrique du Sud, la dépouille de Nelson Mandela a donc quitté la Union Building ce jour à destination de Kounou, son village natal, où aura lieu l'inhumation dimanche. En attendant, nous irons à la découverte de Soweto, cette résidence de Johannesburg qui est présentée comme un véritable symbole de la résistance noire. Ça sera avec nos envoyés spéciaux. Merci mesdames, messieurs, à tout de suite pour le développement. Nous ouvrons ce journal par des nouvelles à l'étranger, des nouvelles pas du tout gaies du côté de la RCA où le dernier bilan des affrontements est estimé à 600 morts et 150 000 déplacés selon l'ONU. Les réfugiés sont massés à l'aéroport à la recherche de la protection de l'armée française. Seulement, les conditions de vie dans cet espace vont de mal en pis. Les précisions avec les confrères de France 24. Ils ont quitté leur maison pour ce camp improvisé. Entre les carcasses d'avions, il n'y a que peu de nourriture, d'eau, de médicaments et de lits, mais les civils s'y sentent en sécurité. Ici, autour de l'aéroport de Bangui, ils sont à quelques mètres des soldats français et loin des dangers de la capitale. Mais les conditions restent difficiles. Sans sanitaire et avec peu d'eau, ce camp pourrait voir se développer les maladies infectieuses. La situation est très grave, catastrophique même. Selon moi, entre 30 000 et 40 000 personnes vivent dans ce camp et plus de gens arrivent tous les jours. Ils arrivent sans rien et on a peu à leur offrir. Ils dorment sur le sol, ils n'ont rien pour se protéger. Il n'y a ni assez de nourriture, ni assez d'eau. Il n'y a que 2 points d'eau et pas de sanitaire. Malgré ces conditions, les déplacés veulent rester là jusqu'à la fin des opérations françaises. Médecins sans frontières, seule ONG présente à l'aéroport, dit avoir alerté l'ONU et avoir demandé des moyens sans recevoir de réponse concrète. Les ONG craignent une crise humanitaire de grande ampleur. Suite à cette situation devenue de plus en plus critique en RCA, le président de la République, Paul Biya, vient d'instruire le rapatriement des compatriotes. Et le premier contingent est d'ailleurs attendu ce soir à l'aéroport international de Douala où une cellule d'accueil spéciale a été mise sur pied par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Afrique du Sud, le domicile de Nelson Mandela, où il a rendu l'âme le 5 décembre dernier, est devenu un véritable haut lieu de recueillement, où l'on a noté plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles l'ancien président de la Zambie, Kenneth Kaunda. C'est dans ce reportage de notre envoyé spécial, Éric Fernand Kwamou. Juste derrière moi, le domicile de Nelson Mandela, son domicile de Hawktown. C'est bien de ce domicile qu'il est décédé le 5 décembre dernier, et depuis l'annonce officielle de sa mort, son domicile est devenu un véritable site de pèlerinage. Ils sont nombreux les Sud-Africains et Sud-Africaines qui y défilent pour apporter un message d'adieu à Nelson Mandela. Et cela est visible d'ailleurs à travers des gerbes de fleurs qui sont déposées de part et d'autre avec des bougies qui sont allumées. Et dans la tradition sud-africaine, c'est une façon de dire adieu à un patriarche, aux personnes qu'on aura bien aimées. Et pendant que nous y sommes, celui que vous avez en image s'appelle Kenneth Kaunda. Il est l'ancien président zambien. Il a été président de Zambie au moment où l'Afrique du Sud traversait l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Et puis vous le savez, peut-être mieux, la Zambie et l'Afrique du Sud ont entretenu jusqu'ici de bonnes relations bilatérales. Et durant cette époque de l'apartheid, l'histoire nous apprend qu'il a ouvert ses portes aux Sud-Africains qui avaient sollicité l'asile. Il était très proche de Nelson Mandela, nous disent les Sud-Africains avec qui nous avons échangé ici. Au-delà de ça, il faut noter aussi le caractère croyance qui domine les esprits des Sud-Africains qui sont ici et que nous avons rencontrés.
Il croit dur comme fer que Nelson Mandela pourra d'ailleurs revenir. En témoignent de nombreuses messes et des prières qui sont dites comme vous le voyez d'ailleurs en image. Et les Sud-Africains avec qui nous avons échangé croient dur comme fer, gardent la foi d'une possible résurrection. Une Sud-Africaine nous a d'ailleurs dit qu'elle attendrait le 3e jour après l'inhumation de Nelson Mandela à Kounou pour effectivement se convaincre de ce que Nelson Mandela ne reviendra plus jamais. Eh bien, notre domicile devenu non moins célèbre que celui que nous venons de voir en image. Il s'agit de la maison qu'occupait Nelson Mandela à Soweto avec sa première femme. Nous retrouvons une fois de plus nos guides, Eric Watat et Eric Fernand Kwamo. Villa Kazi Street, Soweto, sous le soleil rayonnant de la nation arc-en-ciel. Mandela a connu cette rue. Il a vécu ici dans cette maison acquise en 1946 avec sa toute première épouse, Evelyne Massé. C'était durant les pires moments de l'histoire sud-africaine. Et depuis cette résidence de Soweto, Mandela montait la résistance pour gravir haut la main les marches de l'histoire. Depuis l'annonce officielle du décès de Nelson Mandela, son domicile est devenu un véritable site de pèlerinage où des hommes et femmes viennent des 4 coins du monde. Parmi les visiteurs, les Sud-Africains eux-mêmes. Sous les couleurs de l'arc-en-ciel, ils retournent sur les traces de leur idole nationale. Ensuite, les chefs d'État et leaders mondiaux. Ici, le président croate aux côtés des Sud-Africaines. Il a tenu à toucher du doigt la réalité Mandela à Soweto. Le temps qui passe n'a pas effacé les traces de la résistance Madiba. Sur ce mur, l'impact de balles qui traduit l'adversité connue par Nelson Mandela. Son domicile de Soweto est aussi un répertoire d'archives. Ici réunit Mandela, dans une prison sud-africaine, dans les moments douloureux de l'histoire du pays. C'est cet ensemble d'images qui séduit les visiteurs, assoiffés du savoir Mandela. Ici Soweto, ici Eric Florent Watat et Eric Kwamo, Equinox Télévision. Eh bien, Soweto, un nom qui revient régulièrement dans les reportages de nos envoyés spéciaux. Soweto qui signifie Southwest Township, c'est une résidence de Johannesburg. Un haut lieu, cette résidence est devenue comme le symbole de la résistance des Noirs. On se rappelle que c'est grâce, ou alors c'est à cause des tristes événements survenus à Soweto en 1976 que la communauté internationale s'est intéressée de près à ce qui se passait en Afrique du Sud. Retrouvons une fois de plus nos envoyés spéciaux. Soweto, banlieue, symbole de la résistance noire face à l'adversité blanche durant les pires moments de l'histoire. Avec ses millions d'habitants, tous des Noirs, elle se dresse fièrement et porte l'image du deuil. L'image de la disparition d'un père, Nelson Mandela, qu'ils ont connu, côtoyé et soutenu dans le combat contre l'injustice sud-africaine. C'est ici l'un des lieux symboles de cette forte résistance. Il porte le nom de Hector Peterson, adolescent sud-africain, tué en juin 1976 lors d'une manifestation de résistance contre l'apartheid. Son image, agonisant, plante le décor sur un site qui a imposé une journée à tous les enfants africains. Ce monument est l'expression d'une reconnaissance aux jeunes sud-africains ayant œuvré à la construction d'une conscience noire. Soweto garde jusqu'ici l'image d'hier par endroits comme ce bidonville, habité par des hommes et femmes qui attendent le lendemain meilleur. Le gouvernement sud-africain a entrepris un vaste programme d'amélioration de l'habitat dans cette localité pauvre d'Afrique du Sud. Une politique qui a fait sortir des terres de nouvelles townhouses, comme on les appelle ici, et qui a contribué à améliorer l'habitat des pauvres Sud-Africains résidant à Soweto. Voilà Eric Fernand Kwamo et Eric Watat qui sont actuellement en direction de Kounou, le village natal de Nelson Mandela, où aura lieu l'inhumation dimanche. Nous les aurons au cours de nos prochaines éditions. Sur le plan local à présent, les édifices de la santé publique sont-ils devenus donc la cible des incendies? On pourrait bien se poser la question, car après le bâtiment qui abrite le ministère de la Santé publique, il y a quelques jours, c'est au tour de la direction de la santé communautaire de faire les frais des flammes. Cet incendie, dont les causes restent inconnues, s'est déclaré ce matin. Le récit des faits avec
Élisée Mbogba et Yannick Mbazoua. Des flammes en furie, une masse de fumée étouffante, l'ambiance est sinistre à la direction de la santé communautaire. Le bureau brûlé, il y en a 2. En fait, il y a un bureau et un magasin. Mais on va dire les bureaux impliqués, c'est-à-dire noircis par le fumée, il doit y avoir 6, 7 ou 8. Selon certaines sources, l'incendie se serait déclenché aux environs de 9 h. Sitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement déployés sur les lieux afin de circonscrire les flammes. Nous avons été appelés autour de 10 h pour un feu de bureau à dans les bâtiments du ministère de la Santé. Un exercice pas du tout facile pour les soldats du feu. Et la complexité de l'intervention ici est due au fait qu'il y a beaucoup de fumée émise et ces fumées se sont éparpillées dans l'ensemble du bâtiment. Par ailleurs, par faute de réserve d'eau, il a fallu l'intervention de ce camion communément appelé Abraham pour venir finalement à bout des flammes. Arrivé sur les lieux, le ministre de la Santé publique, dépassé par les événements, n'a pas pu dire un mot. Le personnel en service dans cette structure, très tensionné, ne voulait par ailleurs pas évacuer les lieux. Après le ministère de la Santé publique, il y a une semaine, c'est au tour de la direction de la santé communautaire d'être consumé par les flammes. 2 incendies qui laissent planer le doute quant à leur origine véritable. Et pour en avoir plus ou moins le cœur net sur l'origine de cet incendie, je propose la réaction du chef opérateur des sapeurs-pompiers. Il est au micro de Yannick Mbazoua. Juste le point sur la situation. Nous avons été appelés autour de 10 h pour un feu de bureau à dans les bâtiments du ministère de la Santé. Il s'agit en fait d'un magasin avec des produits divers qui a brûlé et la complexité de l'intervention ici est due au fait qu'il y a beaucoup de fumée émise et ces fumées se sont éparpillées dans l'ensemble du bâtiment. Mais en ce moment, le feu est circonscrit, sous contrôle. On est sur le foyer principal. Nous sommes en train de procéder à une manœuvre technique. Il s'agit du déblai en ce moment. On peut pas savoir le nom de bureau brûlé, quels sont les dégâts? Oui, le bureau brûlé, il y en a 2. En fait, il y a un bureau et un magasin. Mais on va dire les bureaux impliqués, c'est-à-dire noircis par le fumée, il doit y avoir 6, 7 ou 8. On parle des archives, tout ça, ça n'a pas été attaqué? À cette étape, à ce niveau de l'intervention, nous ne pouvons pas dire qu'est-ce qui a véritablement brûlé. À ce niveau, on ne peut pas aussi savoir ce qui s'est passé? À ce niveau, non, nous nous contentons encore de l'intervention. Ouais. Vous avez mobilisé combien de véhicules pour tout ça? On a fait ce qu'on appelle dans notre jargon technique un renfort incendie. Donc on a mobilisé 4 engins au départ pour circonscrire le feu au foyer principal. Mais actuellement, nous restons avec 2 engins qui sont suffisants pour l'intervention. Pour faire le point là. Intéressons-nous à présent à ce phénomène qui semble faire tache d'huile dans la ville de Douala. Il s'agit notamment des bouteilles de gaz frelaté. La délégation régionale des mines, de l'industrie et du développement technologie vient une fois de plus de procéder à des saisies de ces bouteilles de gaz. Il s'agit là d'une opération, d'une croisade lancée depuis quelques jours contre ces bouteilles de gaz délestées de leur contenu. C'est dans ce reportage d'Alex Djomgan et Cyril Aïk. En provenance de France et selon leurs détenteurs, en partance pour le Tchad, ces bouteilles de gaz domestique n'auraient pas suivi la procédure normale de transit au Cameroun. Lorsque les bouteilles entrent au Cameroun, le ministère des Mines doit réceptionner ces bouteilles avant de les mettre sur le marché, ce qui n'a pas été le cas. Donc nous constatons qu'il existe sûrement ici n'est-ce pas, des amphiteurs clandestins qui font entrer des bouteilles pour amphiter le gaz et sans autorisation. Sur cette bouteille par exemple, il est inscrit Finagaz, une marque que ne reconnaissent pas les consommateurs. Et il y a comme cela près de 600 bouteilles qui, sur le plan physique, diffèrent de celles utilisées dans les ménages au Cameroun. Ça vient de France, dans le sud de la France, à Marseille. Voilà, donc j'ai acheté dans plusieurs stations de Total. Parce que j'ai un client qui m'a contacté et me demandait de lui fournir cette bouteille parce qu'ils en ont besoin au Tchad. Depuis hier, je l'attends pour venir charger. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Sinon,
d'habitude, ce n'est pas la première fois que j'amène le conteneur au Cameroun. Je n'ai jamais eu de bouteilles dedans. C'est parce que j'ai eu cette occasion, avec ces propositions qui devaient quand même faire évoluer. Et bon, voilà, je me retrouve là, je ne sais pas où j'en suis maintenant. Une descente sur le terrain du délégué régional des mines, de l'industrie et du développement technologique, accompagné de celui de l'eau et de l'énergie, a permis de saisir le stock avant que les bouteilles ne soient mises sur le marché. Nous avons donc saisi toutes ces bouteilles et nous allons attendre que, n'est-ce pas, ces opérateurs, ces acteurs viennent nous présenter donc tous les papiers qui garantissent qu'ils sont agréés et là où ils vont les enfuiter. Le gaz domestique est particulièrement sollicité en cette période de fête de fin d'année. Mais les consommateurs doivent redoubler de vigilance afin de ne pas être pris au piège de la contrefaçon. En fait de société, il y a comme un nombre de morts qui planerait au-dessus de la ville de Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. En l'espace de quelques jours, l'on a fait la découverte d'une jeune fille morte dans sa chambre. Une autre jeune, cette fois-ci mère, accusée d'infanticide. Cette dernière aurait tué son nouveau-né après l'accouchement. Tout s'est fait dans ce récit de Julien Gué. Bien, je crois que nous allons peut-être avec la complicité de la régie revenir donc sur ces faits divers dans la ville de Bamenda où en quelques jours seulement l'on a découvert une jeune fille morte dans sa chambre. Une autre jeune mère cette fois-ci est accusée d'infanticide. Le récit des faits avec Julien Gué. L'histoire défait la chronique et alimente toutes les conversations des habitants du quartier Old Town. Cette jeune mère est accusée d'avoir assassiné son bébé quelques minutes après sa naissance. Des témoins affirment avoir été inquiétés par les coups qui se faisaient entendre et les cris du nouveau-né. J'ai entendu un bébé pleurer dans la chambre d'une voisine. À travers la porte, j'entendais quelqu'un donner les coups au petit qui n'arrêtait pas de pleurer. Quand je me suis rapprochée de la porte fermée, je n'ai pas pu l'ouvrir. Alors, j'ai pris la machette. La mère du bébé a bloqué l'entrée. C'est alors qu'ils enfonceront la porte malgré la résistance de la génitrice. Alors que j'ai appelé les voisins au secours pour m'aider à défoncer la porte. À notre arrivée, le bébé était déjà mort. La découverte macabre est ainsi faite par l'équipe de secours. Le corps du bébé de sexe masculin emballé dans des tissus pagnes est recouvert de bleu. Des signes qui font croire que le petit aurait été violenté jusqu'à ce que mort s'en suive. Sa mère, Mbom Kalistar, a été conduite dans un établissement hospitalier. À quelques encablures de là, une étudiante âgée de 23 ans est retrouvée morte dans son lit au quartier Azeri Old Church. Ses proches font savoir que la jeune femme faisait des crises d'épilepsie à répétition. Mais quelque temps avant la crise fatale, la nommée Kumta Rita Aki ne présentait aucun signe inquiétant. Hier soir, elle allait bien. Elle a d'ailleurs mangé avec les voisins avant d'aller se coucher. J'ai été surprise de voir le monde chez elle à mon réveil. Quand je demande ce qui se passe, on me répond que Rita est morte. Une enquête a été ouverte. Après l'euphorie des installations des exécutifs communaux, place à présent au travail. La première session ordinaire de la mairie de la 3e a donc eu lieu ce jour. Une session qui a donc permis le vote du budget de l'année 2014 qui se chiffrerait à sensiblement un peu plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ce budget équilibré en recettes et dépenses dont l'essentiel sera consacré au fonctionnement et à l'investissement. Les précisions avec Equa Claude et Jean-Paul Chouniat. Pour la première année de son mandat à la mairie de Douala 3e, l'exécutif communal que dirige le Social Democratic Front table sur un budget de près de 2,5 milliards de francs CFA, même si 68% de ce budget est alloué au fonctionnement. Le maire Job Théophile Kobnan prévoit investir 32% dans des secteurs prioritaires, santé, éducation, adduction en eau potable, éclairage public, reprofilage des routes à travers une acquisition d'engins lourds. Nous allons mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour que la population puisse sortir de vraiment cette misère où ils sont enfoncés depuis des années. Douala 3 est une zone complètement oubliée et aujourd'hui nous allons nous plier en 10 pour faire en sorte que la confiance que la population a mis en nous soit respectée.
À peine la feuille de route du maire dévoilée, l'autorité administrative en rajoute. Enlèvement des corps sur la voie publique et dans les quartiers, tâche autrefois dévolue aux sapeurs-pompiers. Les enfants qui voient les corps dans les quartiers et tout, bon, ce n'est pas bien. Ça peut traumatiser les enfants. Dans les mains, c'est leur responsabilité. Ils doivent donc imputer ça dans le budget. Entre autres missions du nouveau maire, le préfet lui demande de combattre avec la dernière énergie le désordre urbain à Douala 3e, en l'occurrence la fourmilière du carrefour Ndokoti. Un chantier où même la communauté urbaine de Douala et la préfecture de Vouri ont échoué faute de solution. Autre chantier confié au maire, la lutte contre les faux agents communaux qui arnaquent les populations et surtout l'interdiction formelle des concessions dans la gestion des marchés. Tout le monde nous attend sur le terrain, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire un budget un peu exhaustif mais réalisable. Équilibré en recettes et dépenses à près de 2,5 milliards, le budget 2014 de la commune de Douala 3e connaît une hausse de 352 millions de francs CFA. Cependant, Job Théophile Komnan et son équipe devront aussi éponger une dette de près d'1 milliard de francs CFA laissée par le maire sortant, Oumar Oufadil. En justice, le barreau du Cameroun va en guerre contre la pratique illicite de la profession d'avocat dans la région du littoral. Une commission de lutte contre ces pratiquants illégaux a été installée à Douala par le représentant du bâtonnier. C'était en présence de nos reporters Eukwa Claude et Nadine Yambou. La profession est gangrénée par des pratiquants illégaux. Le constat est fait par l'Ordre des avocats du Cameroun. L'avocature s'exerce suivant une certaine technicité que seuls les avocats ont. Et deuxièmement, ce sont des avocats sont des pratiques qui tendent à ruiner le champ d'activité des avocats. Il s'agit de les traquer sur la base de la dénonciation et de faire agir la justice. Nous ne sommes pas des devins pour imaginer qu'il y a telle ou telle personne qui est en train d'exercer illégalement notre profession. Nous sommes saisis par des dénonciations. Lorsque nous serons en possession des éléments qui justifient que par rapport à un cas bien précis, l'infraction est constituée, croyez-moi, nous ferons tout ce qu'il faudra pour que ces personnes soient sévèrement sanctionnées. La commission de lutte contre la pratique illégale de la profession d'avocat que vient d'installer à Douala le représentant du bâtonnier dit n'avoir pas de cible particulière. Seulement sur la liste noire figurent les agents d'affaires. Au regard des dispositions de la loi de 1990 portant organisation de la profession d'avocat, il est clairement dit que dans toute ville, dans toute zone où il y a plus de 4 avocats, eh bien, un certain nombre de personnes, notamment des mandataires, fussent-ils munis, n'est-ce pas, d'une procuration spéciale, ne peuvent plus exercer comme agent d'affaires, comme mandataire, alors spolier des justiciables en prenant le titre d'avocat alors que légalement ils ne l'ont pas. Cette commission créée depuis belle lurette dans la région du littoral annonce le durcissement de son combat. Projet d'investissement public, le Cameroun souhaite mobiliser des financements pour leur réalisation. L'État a lancé un emprunt obligataire de 50 milliards de francs CFA par appel à l'épargne publique. La cérémonie de présentation de l'opération a été présidée hier par le ministre camerounais en charge des Finances, Alamine Ousmane Meh, mais également en présence de nombreux investisseurs. Emos Fongo et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le Cameroun reste une destination privilégiée pour l'investissement. L'assurance est du ministre des Finances. L'État du Cameroun souhaite mobiliser par appel public à l'épargne 50 milliards de francs CFA sur le marché financier national. L'opération a été lancée à Douala par Alamine Ousmane Meh. Nous nous retrouvons au cœur de notre capital économique pour solliciter à nouveau la confiance des investisseurs nationaux et sous-régionaux pour conduire à bon port certains projets. L'initiative a pour objet de financer des projets de développement inscrits au budget de l'État, des projets portant sur la construction des infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Tels que le barrage de Memvele qui est en cours, tels que le port en eau profonde de Kribi, tels que certaines infrastructures routières qui sont de nature à propulser notre pays vers l'émergence, à réaliser l'intégration sous-régionale tant recherchée pour que, en fin de compte, nous puissions avoir un pays où il fait bon vivre, où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées. C'est là tout le souci du président de la République, son Excellence Paul Biya. 5 millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA chacune sont émises par l'État du Cameroun. Les titres, sous forme dématérialisée, sont inscrits en compte auprès du dépositaire central,
La Caisse autonome d'amortissement est tenue dans les livres des prestataires de services d'investissement au rang desquels la SCB, mandatée comme arrangeur de l'opération. L'État du Cameroun a souhaité lever un emprunt de 50 milliards. La SCB a cru dans le projet et a cru en ses capacités à mobiliser tous les investisseurs qui sont clients ou pas. Elle a cru également en la capacité de toute la communauté bancaire à placer auprès de la clientèle particulière, professionnelle, institutionnelle, dans la mesure où ça subvient au financement d'un certain nombre de projets structurants. La durée de l'emprunt est de 5 ans, avec un taux d'intérêt nominal de 5,9% net par an. Le Cameroun, s'il faut s'inspirer de l'opération de 2010, a respecté scrupuleusement les dispositions qui ont été inscrites dans cette note d'information, à savoir ouvrir un compte séquestre au niveau de la BEAC, loger les ressources pour rembourser à échéance, ce qui a été fait en 2011, en 2012 et cette année en 2013. Et nous pensons que cela est suffisant pour démontrer sa capacité à mobiliser des ressources à l'intérieur et les mettre à disposition le moment venu pour faire face à ces engagements. Les souscripteurs potentiels ont jusqu'au 23 décembre de cette année pour se manifester auprès des prestataires, membres du syndicat de placement. Cette période de souscription, qui court depuis le 9 décembre 2013, peut être modifiée en cas de besoin, rassure l'État. Notons que le Cameroun s'est engagé depuis quelques années dans un programme d'investissement à travers des projets porteurs de croissance et d'emploi dans le domaine des infrastructures routières, portuaires et énergétiques qui nécessitent la participation de tous, de cette campagne d'appel public à l'épargne. La suite des 12 années de AES-ONEL passées au Cameroun, 12 années consacrées au partage avec les communautés. C'est le cas dans plusieurs localités traversées par les lignes de transport électrique. Notons que AES-ONEL a également recruté des jeunes pour le contrôle des installations, participant ainsi activement à la lutte contre le chômage en milieu rural. Tel est le cas dans la région du Nord. Sandine Yamga. Ici, le village Sangueringal, à plusieurs kilomètres de Garoua, dans le nord. Dingao Tabé Israël, jeune de ce village, est de ceux qui participent au contrôle des lignes de transport d'énergie qui traversent le village. La surveillance de ces lignes nous éloigne des actes de vandalisme perpétrés sur les pylônes en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Ces actes ont provoqué pendant ces 5 années l'effondrement de ces structures métalliques, privant ainsi des régions du septentrion de courant électrique pendant plusieurs jours. Et la sécurité des bergers et de leurs troupeaux était menacée. Effectivement, puisque depuis qu'on a déjà commencé à surveiller les pylônes, il n'y a plus de gaffes et structurellement des cornets comme avant. Parce que nuit comme jour, on se change de surveillance auquel ces voleurs ont aussi peur de s'approcher auprès des pylônes. Et même les peuls qui montaient souvent, actuellement là, ils cessent maintenant de monter sur les pylônes pour orienter leur vol. AES-ONEL, en société GeForce Security, a procédé en 2011 au recrutement de Dingao Tabé et de 107 autres jeunes de la région du Nord pour la surveillance de ces pylônes. AES-ONEL contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de la jeunesse comprise entre 18 et 30 ans, riverains des lignes haute tension. Ces jeunes continuent à résider dans leurs villages respectifs, peuvent vaquer à leurs occupations tout en surveillant les pylônes. Depuis 1 an, les pylônes ne sont plus vandalisés et la qualité de service s'est améliorée. Du côté des villages, on a vu l'émergence d'une jeunesse active soutenue dans sa lutte contre la pauvreté par AES. Dingao Tabé a ainsi pu mettre sur pied une activité d'élevage et des plantations. D'autres jeunes ne sont pas en reste. J'ai eu une chèvre et un veau qui pourra m'aider au moins à travailler aussi mon champ et à payer les scolarités sur mes enfants à l'école. Grâce à la surveillance des pylônes, ici, moi je suis venu ici à Djabi, on a eu à faire
un GIC. Nous sommes au nombre de 12 pour faire le GIC. Grâce à cette surveillance des pylônes, on a eu à faire un champ pour le GIC. Grâce toujours à cette surveillance, j'ai eu à faire moi personnellement, je fais le petit commerce des poulets. J'achète le poulet à travers le maillot Kébi pour aller revendre à Garoua. Et je trouve mon petit pain là-dedans. L'histoire des jeunes surveillants des pylônes du Nord est aussi celle d'AESONEL, une entreprise qui, toutes ces années, a partagé et redistribué la richesse. En chiffres, AESONEL, c'est aussi 842 entreprises sous-traitantes qui absorbent une masse de travail d'une valeur de 70 milliards chaque année et entretiennent au moins 4000 emplois. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant, nous vous signalons un programme à ne pas manquer tout à l'heure à 20h45, les moments glorieux ainsi que les moments difficiles de Nelson Mandela, revisités au cours d'un programme spécial qu'anime Joseph Fénelon Maobsen. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Bon début de semaine à toutes et à tous.